Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de La Pointe de l'immobilier. On est déjà rendu à la saison 3, un podcast bien sûr qui est dédié à l'immobilier commercial, multilogement. On va parler de terrain, on va parler d'entrepreneuriat, de mindset. Et aujourd'hui, on va principalement parler, je pense que ça va pas mal tourner autour des enjeux qu'on a, nous, les propriétaires de multilogement au Québec. Fait qu'on va vraiment parler de multilogement résidentiel. Et avec nous, on a un invité très spécial et quelqu'un qui est vraiment au cœur là, de ces enjeux-là présentement. Donc, on a le président du conseil d'administration de la Corpic, Éric Sansouci. Salut. Salut, Éric. Content d'être là. Ben oui. On finit la semaine ensemble. Yes. Un beau vendredi. Ça finit très bien la semaine. Justement, moi, je suis à la semaine longue, je parle à des propriétaires d'immeubles. Puis, justement, on a plusieurs enjeux en 2024. Il y a plein de choses qui se passent, bien sûr, au niveau du financement, au niveau de la construction. On a de la crise du logement. On a plein de sujets que je veux aborder avec toi, mais d'abord et avant tout, les gens, quand ils écoutent mon podcast, ils s'intéressent à l'individu. OK. Puis, donc, t'es qui? Tu fais quoi? Et d'où tu viens? All right. Je suis un petit gars de l'Est de Montréal OK? qui a, au début de la vingtaine, décidé de se partir en affaires. OK. Entrepreneur général, rénovation résidentielle. Et tranquillement, j'ai acheté un immeuble par année. Je m'étais fait dire que c'était une bonne idée. Oui, c'est Avec le effectivement. temps, je dis, ouais, ça a vraiment été une bonne idée. Alors, j'ai maintenant une quinzaine d'immeubles dans Hochelaga, OK. Maisonneuve, dans Rosemont, donc des vieux bâtiments dont on veut prendre soin. Puis on le sait que c'est compliqué, que ça Oui, coûte c'est cher. ça. Alors, c'est un petit peu ça mon parcours là, qui m'a amené où je suis aujourd'hui. Puis sinon, j'ai fait un petit croche dernièrement par la politique. Je me suis présenté conseiller municipal dans ma ville. OK. Et j'ai pas été élu sur le dos de la densification. Hein. On me prêtait des intentions d'être un grand densificateur, puis c'est OK. pas populaire dans le monde municipal. Non. Il y a le pas dans ma cour. Exact. Puis après ça, j'ai touché un petit peu à la politique provinciale au niveau de l'organisation de l'élection, de la dernière élection. OK. Puis j'ai rejoint le conseil d'administration de la Corpic, où est-ce qu'il y a quand même de la politique à faire. Hein? On est souvent en contact avec les différents cabinets, les différents ministères C'est ça. pour donner notre contribution là, sur les différents projets de loi qui touchent l'habitation. Ouais. Donc, ça fait 1 an que je suis président du conseil d'administration de la Corpic, puis où je m'implique là, dans les affaires publiques et gouvernementales. Oui, ça, tu me disais que tu avais beaucoup de rendez-vous ça, avec les ministres et différents paliers gouvernementaux pour faire valoir... Oui, ça brasse, hein? On le sait, là, on le voit dans les nouvelles. Là, c'est pas mal le sujet du jour, toujours, là, l'habitation dans un angle ou dans un autre. Les différents paliers font des annonces. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a plus besoin de convaincre personne qu'il y a une crise de l'habitation. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pas mal réglé. Ça, c'est sûr. Avec 180 000 nouveaux immigrants l'année passée, je n'ai pas des chiffres exacts. Oui, 200 000 nouveaux immigrants. OK, bon. 400, notre démographie naturelle. Tu sais, quand tu prends les décès puis les naissances, on a 400 Québécois de plus. OK, quand même. 200 000 nouveaux arrivants de plus à accueillir dans un Québec où on a construit 38 000 unités. Pas assez. Ben non, c'est sûr, c'est pas assez. Ouais. Puis, si tu regardes Mathématiquement, ça marche les chiffres de la SCHL sont sortis cette semaine, puis tu vois 2024, 2025, 2026, on ne construira pas tant plus que ça. Puis on voit que les taux d'inoccupation vont continuer à baisser. Alors, c'est une vraie crise. C'est une vraie crise. J'ai quand même l'impression que les gens ne le voient pas encore. Je sais qu'on n'a pas besoin de leur dire et redire, mais écoute, j'ai l'impression que le monde ne le voit pas. J'ai vu justement un article récemment, là, attends un peu, je vais aller le rechercher, que vous avez fait justement à la Corpic, que j'ai trouvé super intéressant, justement, que tu parles, que tu dénonces en fait le manque de mesures concrètes en habitation, puis tu rappelles l'urgence de la situation. Oui. Tu sais? Donc, parce que c'est ça, on ne construit pas. Qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on construise? Oui. Puis, ça doit faire quelques semaines, puis déjà, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Là. Fait que, si j'avais à décrire un peu l'évolution du dossier,
c'est que là, tout le monde s'est mis dans la danse. Là, on a travaillé fort avec le provincial au début de l'année. À l'automne dernier, le projet de loi 31, il a pris beaucoup de place dans l'actualité. Et là, le 16 avril 2024, on a le budget fédéral qui va être présenté. Ouais. Et là, depuis une semaine, il commence à faire des annonces prébudgétaires, des pré-annonces. OK. Puis là, ben, tu vois que le fédéral veut vraiment s'impliquer dans le logement. Ça a l'air d'être bon politiquement de parler de ça. Oui, c'est ça, exact. Alors, ils ne se gênent pas. Il y a certaines mesures qui leur appartiennent, mais ils ne se gênent pas aussi pour rentrer dans les champs de compétences provinciaux. Puis là, ben, tu vois qu'à Québec, ils ne sont pas contents. Donc, le constat en ce moment, si on parle de mesures, c'est, s'il vous plaît, respectez le payeur de taxes. Faites attention avec vos sondages, là. Organisez-vous ensemble pour que l'argent descende aux bonnes mesures, jusque dans le municipal, évidemment, pour qu'on se mette à construire, pour qu'on se mette à rénover nos immeubles. Exactement, parce que ça, c'est un débat qui est perpétuel, là. On en reparlait un petit peu avant d'entrer, j'allais dire en ondes, là, mais sur le podcast. T'sais, on veut les rénover. Il y a des locataires qui ont le goût qu'on rénove. T'sais, mais moi, je suis dans le day-to-day, je suis courtier immobilier multilogement. Je parle à des centaines de propriétaires par semaine. Puis c'est toujours le même discours, surtout que je disais souvent les mom and pop, ceux qui ont acheté 1 ou 2 immeubles, puis que là, ils veulent vendre leur immeuble, puis leurs revenus ne sont pas au rendez-vous. Puis là, ce qu'ils nous disent, bien, on aurait aimé ça, mais on ne pouvait pas. Puis en plus, même si on aurait voulu, rénover des logements, bien, c'est pas attrayant. Ouais. Parce qu'on ne récupère pas notre argent. Ouais. Moi, je décris un peu la situation avec l'image de l'asphyxie. OK. Une fois, j'ai raconté ça à un ministre, puis j'ai vu dans ses yeux, c'est un bon mot. Je dis, oui, c'est un bon mot. Et depuis une quarantaine d'années au Québec, suivant la création de la Régie du logement, je considère que la rénovation est sous asphyxie réglementaire. C'est pas payant, on va dire, c'est pas logique même financièrement pour un propriétaire de dépenser dans la rénovation de son immeuble. On le sait, la valeur d'un immeuble est déterminée par ses revenus, pas la qualité de son état. Non. C'est ses revenus. Oui. Donc, pour un propriétaire, quand vient le temps de dépenser 30 000, 50 000 s'il ne peut pas augmenter son loyer d'une façon suffisante et conséquente, c'est comme s'il pitchait son argent vers les fenêtres. Donc là, lui, ce qu'on lui a dit indirectement, c'est étire au maximum ton bâtiment puis occupe-toi des urgences. C'est ça qu'on a dit depuis 40 ans. Puis je peux te dire que ça paraît pas mal. Dans les immeubles qu'on met en vente, là, il y a des fois, il y en a que c'est ça. C'est étiré à corde. 75 des bâtisses ont été construites avant les années 80. Exact. Donc, 44 ans, là. Ça s'en vient vieux. Là. Puis là, évidemment, il y en a qui sont encore plus vieux que ça. Donc là, on ne peut plus étirer l'élastique. Il nous a pété d'en face. Exact. Et là, il y a la deuxième asphyxie qui s'est ajoutée depuis 3 ans. C'est l'asphyxie financière causée par la hausse de nos taux d'intérêt. Les gens ne réalisent pas, mais si tu as un 6 logements qui vaut 1 million, puis tu as juste 500 000 d'hypothèque dessus, la moitié de ta valeur marchande. Tu n'es pas super non, leveragé. Tu es à 50 de ratio prix-valeur. Mais entre 2 et 7 d'intérêt, on s'entend-tu que 5 sur 500 000, ça fait 25 000 de plus par année en frais hypothécaires, à peu près, avec du pouce. Divise ça par 12 mois, c'est un peu plus que 2 000 $ par mois. Tu divises ça par 6 logements, c'est à peu près 350 $. Là, je fais ça vite. 350 $ de plus par mois, par logement que ça coûte au propriétaire, en plus de ce que ça coûtait avant. Là. Oui. Fait que sa seule marge de manœuvre pour ne pas choquer, c'est de ne pas rénover. Ben oui. Au pire moment de notre histoire. Alors, qu'est-ce qui arrive en ce moment? Bien, souvent, ils vendent. Tu les vois, là, ces gens-là, ils disent, écoute, mes revenus sont là, mes besoins de rénovation sont là, j'y arrive pas. Si j'ai une hypothèque en plus qui vient me gruger, je veux dire, je dois vendre. Et ce propriétaire traditionnel, qui était content d'avoir une détention à long terme, qui prenait soin de ses locataires, qui envoyait des petites augmentations, qui était cool avec le logement abordable, bien, lui, il abandonne et il vend à quelqu'un. Ce quelqu'un-là, en ce moment, tu le sais, il doit mettre 40 de mise de fonds. Absolument. Minimum. Et là, il voit l'immeuble qui est en mauvais état et il se dit, bon, bien, ce 6 logements-là, là, si je le rénove au complet, ça va me coûter 200 000. Donc, cette personne-là, on a créé un modèle d'affaires, une opportunité d'affaires. 200 000, tu ne fais pas grand-chose avec ça. Tu fais ça vite, puis ils ne sont pas tous CCQ. Tu sais. Oui, c'est un autre sujet. Un autre sujet, oui, exact. Alors,
on a créé cette opportunité d'affaires-là pour celui qu'on appelle là, le méchant rénovicteur. On a créé ça nous-mêmes, cette situation-là, avec des immeubles qui ont besoin d'être rénovés, mais avec des revenus qui ne sont pas assez élevés. Donc, ce rénovicteur-là, lui, fait la job que le propriétaire traditionnel, si on l'avait protégé, n'aurait pas fait. Il vide le logement. Il vide l'immeuble. C'est sûr. Et ensuite de ça, bien, il les remet au marché et c'est comme ça que lui peut faire de l'argent. Absolument. Alors, c'est la situation dans laquelle on se trouve. Puis les médias aiment bien ça, pointer le méchant rénovicteur, là, mais on a créé ça nous-mêmes. Puis ce rénovicteur-là, s'il ne faisait pas la grande rénovation, on peut se poser la question, qu'est-ce qui serait arrivé? L'immeuble aurait été éventuellement, ou il sera éventuellement de plus en plus abandonné. Parce que si on ne peut pas rénover, puis qu'on n'a pas les moyens, mais ça devient impropre à l'habitation, on va avoir des locataires qui vont quitter ces logements-là et qu'on ne pourra juste pas relouer. C'est ça la prochaine étape qu'on doit éviter. Oui, c'est ça. Parce que la personne qui s'en va, de toute manière, exact. De toute façon, si ce logement-là se vide par lui-même de façon naturelle, va devoir être rénové. Oui. Et vraiment beaucoup. Exact. Puis là, après ça, on a laissé glisser un mot là-dessus. Là, on est propriétaire d'un immeuble à revenu, donc on doit faire affaire avec des entrepreneurs qui ont des licences. Puis ça coûte 100$ de l'heure, un gars. Oui, exactement. Ça, c'est un autre sujet. Puis c'est intéressant qu'on en parle parce qu'en ce moment, il y a le projet de loi 51 du ministère du Travail. Ils veulent réviser la loi R20. La loi R20, c'est la CCQ. OK. C'est ça. Ah oui? Et on vit, ça fait partie de l'asphyxie réglementaire, une grande aberration. Je ne sais pas si tu es propriétaire de ta maison. Oui. Alors, si je vais rénover ta salle de bain chez toi, je vais avoir un plombier, un électricien qui sont en règle. Oui. Après ça, je risque d'avoir Jean-Guy. Oui, c'est ça. Ou Richard. Oui, c'est ça. Souvent, c'est ça. On s'excuse pour les Jean-Guy et Richard, là, mais... mais ils sont écœurants, ces gars-là. Ils sont adaptés pour rénover une salle de bain. Ils savent poser du gyps, tirer des joints, poser de la céramique, faire de la peinture. Donc, ils sont multidisciplinaires. Absolument. Alors, ta salle de bain, je vais te charger, là, disons, 20 000 puis en 3 semaines, 2-3 semaines, elle va être faite. Si tu as un sixplex, puis que tu dis, Eric va rénover la même salle de bain dans le sixplex, bien là, c'est plus Jean-Guy que je peux prendre en plus du plombier et de l'électricien. Ça va être 8 autres gars qui vont faire chacun leur quart de métier. Alors, cette salle de bain-là, au lieu de me coûter 20 000 dans le logement de ton sixplex, va m'en coûter 35. Au lieu de prendre 2-3 semaines, ça va me prendre 5-6 semaines. Et ça, c'est si un entrepreneur avec une main-d'œuvre syndiquée qui se prête à te donner une soumission parce qu'ils savent bien que tu ne le feras jamais. Oui, c'est ça. Donc, on se retrouve avec un vide réglementaire qui fait juste aucun sens. Donc, la Corpic revendique une harmonisation de la rénovation résidentielle. Que le secteur locatif soit traité de la même façon que le secteur résidentiel propriétaire-occupant. Tout le monde gagne. Le propriétaire, ça coûte moins cher et le locataire se retrouve avec une augmentation de loyer qui est moins élevée parce que ça a coûté moins cher là, quand on complète la grille du TAD. Tout le monde gagne. Ben oui, parce que là, le monde, il chiale justement sur les loyers à bâtir, comme OK, on rénove, là, le logement, ça va être plus cher. Mais fais le calcul, là, tu sais, quelqu'un là, qui est propriétaire, je l'ai fait, j'ai rénové des logements. Puis, tu sais, j'ai pas le choix, là, tu fais ton calcul, tu dis, OK, bien, il faut que je le loue 1 700 $ mon logement, si je veux juste, comme, couvrir mes frais, là. Exact. Alors, tu sais, au changement de locataire, si les chiffres ne balancent pas, ce qu'on va commencer à observer, tu sais, si on avait une close G avec des dents, puis où est-ce que... tu te dis, bon, ben tiens, je dépenserais 50 000 dedans, mais je pourrais pas... Mais les chances que je me fasse contester mon augmentation de loyer sont très élevées. La conclusion, c'est, ben j'ai pas 50 000 à perdre. Non. Alors, on va donner une bonne couche de peinture, puis... c'est ça. C'est ça. Tu ne rends pas service parce que le monde veut des logements de qualité. Exact. T'sais, autant le propriétaire que le locataire. J'ai du monde qui... Moi, ce que j'ai fait dans mon immeuble, c'est qu'on avait un logement vacant, puis on a rénové un logement, puis on l'a offert au locataire qui était dans le bloc. Il y avait une famille qui vivait, je me rappelle. Elle avait des jeunes enfants, puis les enfants étaient tellement contents. Quand ils sont venus voir la salle de bain, ils ont regardé leur mère, ils ont dit « Ah, c'est ici qu'on va habiter? » C'est comme « Oui, tu sais, on t'a fait une belle salle de bain. » Ils sont déménagés, ils sont super contents. J'ai rénové l'autre logement. Mais t'imagines le scénario catastrophe. Ces gens-là rentrent dans le logement. J'y ai pensé. Et là, c'était 722, c'est rendu 1600. Exact. Moi, je conteste en vertu de la clause G. Puis là, ça ne sera pas 722, ça va être 813. Là.
T'imagines, Imagine-toi. tu viens d'investir des milliers de dollars pour te préserver un immeuble, un logement qui est abordable, parce qu'on va se le dire, si on construit du logement neuf aujourd'hui, ça ne sera pas ces prix-là. Ben Ça non. va être 2500. C'est ça. Alors, tu as préservé de l'abordabilité, on te traite comme un criminel. Ah ouais, c'est ça, exactement. Mon écœurant d'investisseur. Oui, c'est ça, mon capitaliste qui a fait de l'argent encore sur le dos des locataires. Mais non, un instant, là. Tu sais, C'est pas ça du tout, là. Tu sais, on va se le dire, là, le propriétaire, en ce moment, dans ce contexte-là, il tient le filet social de l'habitation Oui, sans aucune compensation. c'est vrai. Si tu es un médecin, là, puis que tu travailles à l'hôpital, monsieur arrive avec sa carte soleil, là, le médecin, il va pas faire ça bénévolement, il va être payé parce qu'on a une petite carte soleil. Absolument. Si tu es un professeur, là, tu sais, puis que ça coûte cher l'éducation, tout ça, on va quand même te payer, là, tu sais, parce que le gouvernement a décidé que l'éducation et la santé, c'était public. Le gouvernement a décidé que l'abordabilité du logement, c'est un choix de société, mais on demande aux propriétaires de supporter la différence entre ce qui est abordable et ce qu'on a besoin pour opérer un immeuble. Tu sais, C'est ça. tu sais, le logement qui est au prix de 2003, là, ben, tes assurances sont au prix de 2024, tes taxes sont au prix de 2024, le plombier, c'est au prix de 2020. Tu sais, tout continue. Oui. Alors, forcément, on a sous-entretenu. Ça a été la seule façon d'arriver. Là, l'élastique, il est pété. Là. C'est ça, On il fait est plus quoi blanc, il est maintenant? pété. Là. On fait quoi maintenant? C'est un choix de société. Est-ce qu'ensemble, les Québécois, on peut décider de se cotiser par Oui, nos c'est taxes ça. puis de supporter la différence, ou encore assouplir le cadre réglementaire pour Exact. donner de l'oxygène aux propriétaires? Tu as dit quelque chose d'intéressant, puis je ne sais pas si ça va arriver, là, puis je ne sais pas si c'est ça le projet de loi, mais je ne suis pas tout au courant de tous les, Ben oui, je sais les pas projets ça. de loi. Là. La fameuse clause G, est-ce qu'elle pourrait s'appliquer à un logement? Parce que j'ai l'impression que c'est ouvert la porte à ça. Là. Moi, tu sais, parce que cette clause-là est bonne dans les immeubles récents, on le sait, là, les immeubles de 5 ans et moins. C'est bon pour tout l'immeuble. Là, tu parles de la clause F. Oui, excuse-moi. D'accord. Oui. La clause F, Ouais. est-ce qu'on pourrait faire une clause F qui s'applique au logement seulement, à l'unité, et non pas à l'immeuble? Donc, supposons que je fais une rénovation majeure dans Ouais. dans ce logement-là. Je ne suis pas très optimiste du point de vue législatif. Ouais. Ce qu'ils viennent de faire dans le projet de loi 31, ils ont maintenu la clause F. Hein. Il y en a qui voulaient qu'elle disparaisse. Oui. Il y en a qui disaient, on va la réduire à 3 ans, tout ça. Ils l'ont maintenue. J'ai eu peur qu'elle disparaisse, moi. Ils ont demandé aux propriétaires de donner de la prévisibilité puis de dire, bon, bien, pour les 5 Exact. années, voici les augmentations, là, tu sais, les plafonds sur lesquels je m'engage. Donc, ils l'ont resserré. Ouais. Alors, je serais étonné Qui au rouvre le niveau de la- débat encore là-dessus. C'est ça, tu sais, mais en même temps, tu sais, est-ce que on ne pourrait pas atteindre l'objectif avec un mi-chemin par rapport, exemple, aux augmentations permises suivant les travaux majeurs? Oui. Donc, tu sais, est-ce que si je fais des travaux majeurs dans le logement, est-ce qu'on pourrait me récompenser davantage pour que ça justifie ça? Je pense que ça devrait être dans cette direction-là, effectivement. Ouais. Alors ça, on sait que le TAL est en train de regarder ça. C'est pas un projet de loi qui va régler ça, ça va être un changement de règlement. Donc ça, OK. c'est vraiment géré par le TAL. Donc le TAL, en travaillant avec le gouvernement, pourrait nous annoncer que plutôt que de prendre 50 ans ou l'an dernier avec les taux d'intérêt 22 ans pour récupérer ton investissement, bien, si tu as 15 ou 12 ou 10, ah ben là, ça pourrait amener un propriétaire qui n'a peut-être pas un gros hypothèque puis qui serait capable, ah ben oui, OK, je vais le dépenser de 50 000 parce que mon immeuble va en valoir 50 de plus un coup que je Exactement. l'ai fait. Donc ça, c'est... Ça, c'est bon, ça. C'est une avenue, tu sais, qui pourrait être intéressante. Sinon, l'autre avenue qui aussi pourrait être intéressante, c'est un juste milieu, selon moi, c'est au changement du locataire. OK, ouais. Ça fait 20 ans là, que je vais penser à un locataire, là, que Jean habite dans son C'est logement. ça. Et il occupe un 5,5 en plein cœur de Rosemont, tout seul. Ah oui, c'est Pas ça. de c'est ça. famille, là, tu sais. Il est tout seul et il paye pas paye cher. 750 C'est ça. Alors, à chaque année, il y a une petite augmentation parce que c'est un pourcentage sur un petit montant. petit Fait que loyer. c'est normal que ça va moins vite. Donc, concrètement, ce qu'on fait avec Jean depuis 20 ans, c'est qu'on subventionne son abordabilité. Ben On oui. protège l'abordabilité tandis que tout augmente. Puis c'est cool qu'on protège Jean. Au Québec, je pense qu'on est d'accord avec ça. Mais quand Jean part, Ouais. est-ce qu'on est obligé de donner le logement subventionné au suivant?
Il a le problème Ne aussi. pourrait-on pas donner une chance au propriétaire, finalement, qui est pris comme ça avec les taux d'intérêt, puis qui a regardé l'immeuble ou qui regarde le logement de Jean, puis il dit la cuisine, il faut que je la refasse, la salle de bain, il faut que je la refasse. Et puis Jean, il fumait, là. C'est tout jaune, là, tu sais, il faut que je nettoie, il faut que je mette du primer à l'huile, tout ça. J'ai 60 000 à mettre dedans. Tu sais. Est-ce que tu pourrais me donner une chance ici? Puis que moi, propriétaire traditionnel qui fait une détention à long terme puis qui est cool avec mes locataires, je puisse continuer de garder mon immeuble plutôt que de dire je lance la serviette, je vends à celui qu'on parlait tantôt. Rénovicteur, 40 de cash down, 200 000 dans le bloc, tout le monde dehors. Oui, puis que lui, anyway, lui aussi prend un risque là, de tout faire ça, puis tout ça. Là. Exact. T'sais. Fait que, tu sais, notre propriétaire traditionnel, là, si on lui donne une chance, tout le monde gagne au Québec. Le locataire, le propriétaire, puis le rénovicteur, bien, lui, ce qu'il se dit, ben, je vais placer mon argent en bourse, c'est plus payant. Tout le monde est content. Ben oui. Vraiment, ça. Fait que, mais c'est ça, ça prend de l'ouverture. Est-ce que ça prendrait de l'ouverture politique, finalement? C'est ça? Oui, ça prend ça. Et ça fait des années que je gravite dans l'habitation. Avant, j'étais sur d'autres conseils d'administration, à la PCHQ. À PCHQ, oui, j'ai vu ça. Entrepreneur général, tout ça. Puis, donc, ça fait longtemps que je côtoie le politique, au réglementaire. Et ce que je dois dire, c'est qu'en ce moment, si je pense particulièrement à la ministre Duranceau, le ministre du Travail, là, Boulet, ils comprennent très bien ce qui se passe. C'était pas toujours le cas avant. Des fois, tu expliquais ces réalités-là dont on parle à un ministre, puis les yeux, ils étaient grands comme ça, puis là, tu étais en train d'y apprendre des affaires. Puis un coup qu'il avait compris, bien là, je dis, bien là, moi, je touche pas à ça. C'est en élection dans 2 ans, moi, je m'en vais pas là. C'est pas très populaire d'aller parler de ça. Le gouvernement, en ce moment, il comprend. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis ensuite de ça, là, on peut leur lancer des roches, si tu veux, là. Tu sais, lance la pierre là, si tu as envie de faire la job. Là. Ils ont beaucoup de courage parce qu'ils touchent à cet écosystème-là. Ils touchent à des vaches sacrées. Ils se font critiquer, mais ils ont beaucoup de courage à rechercher une progression dans cet équilibre-là. Puis l'équilibre, des fois, ça veut dire qu'il faut que tu en donnes aux locataires, des fois, il faut que tu en donnes aux propriétaires, des fois, il faut que tu en donnes aux constructeurs, mais j'ai l'impression que les roues sont en train de commencer à tourner. Donc, notre job à nous, c'est de les aider, c'est de les informer, c'est de communiquer là, ce qu'on pense être le point d'équilibre. Parce qu'on le connaît, le point d'équilibre. Tu sais, quand ça fait 20 ans que tu fais ça, là, puis que tu es propriétaire, là, tu le sais, tu les connais, les raisons pour lesquelles tu n'as pas rénové. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, toi aussi, dans ton poste en ce moment, c'est ça qui est le fun, puis je trouve que tu as une belle place pour ça, c'est que tu es aussi propriétaire. Fait que tu es dedans, tu as les 2 mains dedans. La réalité du terrain, là, tu la connais très bien. J'ai pas appris ça en lisant des rapports. Là. C'est ça. Ça vient de là. 100%. Puis en ce moment, là, c'est moi qui les loue, mes logements. J'en ai assez pour être capable de faire ma gestion. Ouais. Puis là, quand je mets une annonce maintenant, je la mets quelques heures avant la visite. Parce que je sais que j'ai des milliers de clics. OK. Puis là, après ça, ben, tu as des centaines de messages. Tu réponds à ce que tu peux. Tu fais une visite d'1 heure ou 2, puis dans laquelle tu vas mettre une vingtaine de personnes là, qui passent aux 5 minutes. Puis à chaque fois, c'est le premier ou c'est le deuxième qui le prend tout de suite. Puis tu vois du monde pleurer. Ouais. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable, ça. On s'est mis dans le trouble. On s'est tiré d'un 2 pieds avec notre système. Puis aujourd'hui, on paye pour. On n'a pas rénové, on n'a pas construit. Mais non. Puis là, si on se pose des questions pourquoi, là, bien, c'est au Québec, là, avec notre réglementation, on a choisi de se retrouver dans cette situation-là. Tout ça parce qu'aux 4 ans, il y a des élections, puis c'est important d'avoir des mesures populaires, sans penser aux effets pervers. C'est de la poésie, ça. Je vais la reprendre, celle-là. Ben oui, reprends-la. Tu vas pouvoir te réécouter, puis tu vas pouvoir la reprendre. Ben c'est vrai, c'est ce que tu as dit là, c'est vraiment ça. Ça a un effet pervers au bout. Alors souvent, puis tu sais, je vais te donner un autre exemple en ce moment qui fait l'actualité. Tu sais, la fameuse loi Françoise David. OK. Ça, c'est une loi qui a été passée dans le passé, qui avait été soumise par Québec solidaire, qui disait, si tu as 70 ans et que ça fait plus de 10 ans que tu es dans ton logement, puis que tu as un revenu... faible revenu. Tu ne pourras pas... être délogé. Être délogé, être évincé. Alors, ce que ça l'a fait,
évidemment, ça a protégé certains locataires. Mais ce que ça a fait, c'est que ce que ça a lancé comme message aux propriétaires, pense-y 2 fois avant de louer un logement qui se libère à une personne âgée. Si tu veux vendre ton immeuble, mettons c'est un triplex, là, si tu veux vendre ton immeuble puis que tu as 2 personnes âgées qui sont là, ce que tu viens de dire à l'acheteur potentiel, c'est si tu veux récupérer un logement pour loger ta famille ou agrandir ton rez-de-chaussée, bien, tu ne pourras pas. Exact. Puis espère pas avoir un départ proche là, de ces locataires-là, même s'ils sont en mauvais état parce qu'ils ne partiront pas. Donc, c'est venu créer une discrimination. Bien, alors, sur le terrain, moi, je le vois. Là. Quand que je parle aux gens, chaque fois que je parle à un acheteur potentiel, puis cette semaine, encore 3 fois, là, la première chose que je me fais demander, c'est y a-t-il des locataires de 70 ans et plus? Ils me font demander ça au moins 3 à 4 fois par semaine. Alors là, les bien-pensants te diront, c'est illégal de faire la discrimination. Ça, pour moi, quand tu me dis ça, je vois un autruche qui se met la tête dans le sable. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est ça qu'on fait? On se met la tête dans le sable en se disant que c'est illégal, puis on renforce ça, parce que là, ce que Québec solidaire veut faire prochainement, parce que la CAQ a accepté de les entendre sur ce projet de loi-là, le projet de loi 198, a accepté de les entendre. Là, ce que la CAQ a fait, c'est pour passer une loi plus rapidement au niveau de la santé, ils ont fait un deal avec eux autres. Ça, le Québec solidaire n'était pas content que le ministre le dise publiquement, mais il a dit, on ne va pas s'objecter, on va pouvoir passer la loi en santé là, plus rapidement, mais on te demande d'être réentendu sur ce projet de loi-là qu'on propose. Alors, ils ont fait un deal comme ça. Mais ça ne tente pas à la CAQ d'aller dans ce sens-là. Mais ce qu'ils souhaitent avec ce projet de loi-là, c'est de faire passer ça de 70 ans à 65 ans, puis de 10 ans d'habitation à 5 ans. Fait que si tu as 65 ans, puis ça fait 5 ans que tu es dans ton logement, on ne pourra pas t'évincer. Alors, je comprends l'objectif. Il est louable. On veut protéger ces gens-là. Mais comme d'habitude, ces réglementations-là qui viennent forcer un propriétaire qui tient un filet social sans compensation, ça crée des effets pervers où ils se tirent dans les 2 pieds eux-mêmes. Ben oui, parce que là, le monde va y penser 2 fois avant de louer à une personne âgée. Encore, là, ça revient à ça. C'est ça. C'est pas légal, je suis d'accord. Et là, toi, tu n'arrives déjà plus. Puis là, tu as 300 personnes qui veulent ton logement. Comment tu vas appliquer ça, cette loi-là, anti-discrimination? C'est fou. J'ai l'impression des fois qu'ils ne réfléchissent pas. Ils veulent gagner des élections. Ils veulent gagner des votes. Donc, c'est sûr que pour Québec solidaire, quand tu arrives avec une affaire de même, là, puis tu expliques ça grosso modo, vite, ça paraît bien dans leur électorat. Ben oui. Mais ils savent compter. Je ne peux pas croire qu'ils ne comprennent pas ce que ça fait, ce que ça a comme conséquence. Alors, notre travail à la Corpic, c'est à chaque fois de répéter. Si vous faites ça, voici ce qui arrive. On comprend, nous, on comprend les causes à effet. Donc là, ça les aide là, à ajuster leur projet de loi, considérant ces informations-là. Fait que ça, c'est notre job. Et on envoie des affaires comme ça qui n'ont pas de sens. Ben oui, c'est ça. Ben, on le sait, on le vit, puis je le vois que vous militez beaucoup, puis vous êtes vraiment là pour les propriétaires. Ouais, la Corpic est vraiment là pour ça. T'en veux-tu une autre? Oui. Une autre bonne? Oui, j'en veux plein. Projet de loi 39, qui est venu des affaires municipales. Alors, ça aussi, c'était fascinant. Dans le projet initial, ce qu'il disait, c'est on va taxer les propriétaires qui ont des logements vides. Ah, mon Dieu. OK. Tu sais, tu as un logement vide parce que tu n'es pas capable de le rénover, mettons, puis tu n'arrives pas parce que tes taux d'intérêt sont comme ça, puis c'est pour ça que tu n'es pas capable de le rénover. Oui. Bien là, nous, là, pour que ce logement-là, par magie, là, revienne sur le marché, disponible à la location, on va le taxer. OK, mais comment ils vont appliquer ça? Ça, c'est la bonne question qu'on leur a posée, qui les a aidés à cheminer. Alors c'est ça, tu sais, comment est-ce que tu appliques ça? Comment est-ce que tu es au courant? Donc, ils voulaient transférer ce pouvoir-là au municipal. Donc, évidemment, il y a eu un ajustement qui a été fait. Puis là, bien, si le logement est vide pour des travaux, bien là, ça ne fonctionnera pas. Mais leur objectif, initialement, c'était... j'ai un investisseur étranger qui achète 12 condos dans une tour, il les laisse vides, il veut spéculer. OK, on comprend si c'est ça. Mais tu sais, taxer les propriétaires en ce moment, tu sais, ça va un petit peu dans le même sens.
l'autre non-sens, là, à Montréal, le fameux 20-20-20, hein, qui force un promoteur qui veut faire une tour de condo, avoir 20 de logement social, 20 de logement abordable et 20 de logement pour les familles, donc des plus grands logements. Alors là, je te laisse 40 pour faire de l'argent. C'est ça. Rentable. Pour avoir des logements de luxe, mettons. Là. Qui fonctionnent. Puis là, bonne chance pour convaincre ces gens-là de l'acheter. Là, puis de cohabiter aussi ensemble. Là. Il y a une espèce de... Il y a ça aussi. Là. Et là, ça ne marche pas. Okay. Parce que ce que cette réglementation-là permettait aux promoteurs, c'était de plutôt payer une pénalité qui rend ton projet encore pas rentable. Payer une pénalité. Puis là, cet argent-là allait dans un fonds pour le logement social. Fait que tous les propriétaires, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils payaient cette pénalité-là. C'était la seule façon de construire. Ben oui. Et là, la Ville a dit hey, « ça n'a pas de sens, cette histoire-là. » Les gens contournent l'objectif. Alors, pour rendre les projets encore moins rentables, ils ont dit « on va augmenter la pénalité. » Oh my God! Tu vois comment ça pense fort, là? Ben oui, c'est on ça. va augmenter la pénalité pour les rendre encore moins rentables, tandis qu'on n'arrive pas à construire. On essaie de pénaliser, mais ils ne pénalisent pas à bonne place. Hein? Et sais-tu... Ce qui nous console en ce moment, c'est qu'il y a 2 semaines, la Ville, ayant des mauvais résultats à l'échelle nationale, comme étant les pires constructeurs au Canada, c'est sûr. Bien, la Ville a décidé de suspendre cette mesure-là, je pense, pour 2 ans. Okay. Donc... Le temps de la réévaluer. Alors... Ils la remettront jamais, probablement. Mais... La Ville, pendant des années, avec une réglementation, avec des objectifs louables, c'est encore tiré dans le pied. Incroyable. Donc, en ce moment, on voit qu'ils sont en train de revenir là-dessus. C'est une démonstration qui réalise, là, mais tu vois que c'était pas ça dans leur programme politique. C'était pas avec ça qu'ils gagnaient des votes. Bien, écoute, puis là, en parlant d'autres taxes ou de frais, il y a certaines villes, justement, qui là, ils chargent des taxes pour la création de logements. Là, ta construction neuve, tu as tant de dollars à payer pour chaque logement. Il y a les endroits TOD où il y a la taxe du REM. Ça rend les projets tellement difficiles à lever. Oui. Il y a quelque chose d'intéressant que j'ai vu passer cette semaine là, dans les annonces fédérales, où est-ce que le fédéral, lui, il en a de l'argent. Ben oui. Il s'apprête là, à en mettre sur la table. Mais il y a, pour une ou certaines mesures, là, ça me choque de ne pas te le dire précisément, mais il y a dans ces conditions d'avoir un gel pendant 3 ans sur les frais de développement. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on n'en veut pas ou qu'on ne peut pas les augmenter? Tout ça, le détail là, va probablement paraître le 16 avril dans le budget. C'est ça, le budget s'en vient. Là, on commence à comprendre. Là, mais d'un autre côté, tu regardes les villes, puis une ville, ça n'a pas le droit de faire un déficit dans son budget. Ça n'a pas le droit. C'est vrai. Ça peut avoir de la dette pour faire des projets, mais contrairement au provincial, au fédéral, tu n'as pas le droit de faire de déficit. Tu arrives even. OK. Donc, devant leurs besoins qui sont croissants, puis les taux d'intérêt qui augmentent sur leurs dettes, ils ont besoin de plus d'argent. Donc là, il leur reste 2 choix. Augmenter les taxes municipales, puis ça, on voit qu'ils le font. Depuis 2 ans, on a vu ça. Ah, OK, ça commence à apparaître, là, des augmentations de ça, taxes. c'est une autre affaire qui est dans le cours du propriétaire, mais en tout cas. Exact. Ouais. Ou d'avoir des différents frais qu'ils vont facturer. Puis là, ça paraît pas. On pèle ça dans le cours du promoteur puis du développeur. Là, on réalise pas, mais là, on est en train de réaliser que ça éloigne les projets de la rentabilité, puis ça fait que les projets, ils partent pas. S'ils partent pas, puis ceux qui partent, ils partent avec une prévision locative plus élevée. Ils vont... Et au final, ce qui va payer, c'est le locataire. Là. Exact. Alors, puis tu sais, quand tu arrives à des chiffres qui font pas de sens, bien, tu dis, ils n'auront pas la capacité de payer, les locataires, ou encore les propriétaires, si c'est du condo, n'auront pas la capacité d'acheter ça. Donc, c'est ça qui fait qu'on bouge pas. Donc, si le fédéral fait descendre de l'argent, puis qui exige des conditions provinciales ou municipales pour que ça se rende puis que ça se fasse, c'est peut-être le début là, de projets qui deviendront un peu plus rentables. Ouais, c'est ça. Sinon, le grand espoir des gouvernements, c'est que les taux d'intérêt baissent puis que finalement, ça décolle. Mais on le sait, là, ça va être long. Ça va être très long. Je faisais une autre entrevue avec quelqu'un qui... Je ne sais pas si c'est réaliste, là, mais il disait qu'il faudrait quasiment qu'on développe un taux d'intérêt, qu'on ait une espèce de marge en part pour le taux d'intérêt pour le multilogement. Oui. Parce que et je comprends que le taux d'intérêt, là, c'est bon, ça impacte toutes les différentes sphères de l'immobilier, mais le multi ou la construction, maintenant.
Peut-être que la construction pourrait avoir des rabais de taux. Ouais. Il y a quelque chose qui pourrait... Un bon exemple qui se rapproche de ça, c'est le programme APH Select avec la CHL. Et on a vu, ça marche. Ça marche. OK, Ça a sauvé... Il n'est pas parfait, là, ce programme-là, là, mais, Non. mais c'est ça a sauvé. Tu sais, moi, si je parle à mon banquier, pas arrivé, là. Je parle de financement, il me dit les nouvelles acquisitions puis les constructions, tu sais, il doit me dire 90 à 95 % c'est que ça. Là. Ouais. Alors, on voit que ça marche. Tu vois, l'APH Select, dans le fond, c'est une mesure incitative pour les gens qui sont responsables au niveau, exemple, éco-énergétique, au niveau abordabilité, tout ça. Puis là, il parle justement, qu'est-ce qui arrive avec les immeubles qui sont vieux, qui n'ont pas été rénovés, qu'un jour, je pense qu'à un moment donné, ils vont être pénalisés sur leur financement parce qu'ils n'ont pas rénové. C'est une espèce... Je reviens à ta cercle phrase. vicieux. Un cercle vicieux. Ta phrase poétique de tantôt, là. Oui. Tu sais, c'est vraiment ça. Oui. Alors, tu sais, si le gouvernement peut s'inspirer de ces observations-là, que quand tu donnes des meilleurs taux, quand tu étires les périodes d'amortissement... Exact. Tu vois, là, ça fait que ça débloque. Là, ben oui, c'est ça. Parce que, tu sais, on peut pas se cacher, se mettre la tête dans le sable ou faire l'autruche. Le marché multilogement, c'est basé sur du financement et de la rentabilité. Ouais. Je sais que c'est plate pour le locataire mais il faut qu'il se loge, il n'y a pas le choix, il faut qu'il participe, il n'y a pas le choix. Là. Exactement. On l'a dit, là, le gouvernement ne nous envoie pas un chèque pour combler la différence entre l'abordabilité et la rentabilité. Mm-hmm. Il ne l'envoie pas. Sinon, c'est du logement social qu'il fait. Ouais. Et là, si tu fais 8 000 logements sociaux, ça, c'est à peu près 2 % des besoins qu'on a d'ici 2030. C'est pas assez. Ça ne règle pas. Ça ne règle pas, non? Donc, le gouvernement n'aura jamais assez d'argent pour renverser la tendance, renverser le déséquilibre qu'il y a entre l'offre et la demande. Donc, son outil, le seul qu'il a, c'est de nous donner une chance avec le cadre réglementaire. C'est ça. Donc, puis la Corpic travaille fort là-dessus. J'en dors plus. Ah ouais? C'est juste ça, penser à ça. OK. Exact. Puis, alors, tu sais, c'est les augmentations suivant les travaux majeurs. C'est un exemple. Exact. Si tu fais juste changer le pourcentage comme gouvernement, tu n'auras pas un chèque à faire de 72 milliards pour que le parc de logements abordables se rénove. C'est ça. Tu vas permettre des augmentations de loyer qui sont un peu plus importantes. C'est pas le fun. Le locataire, il entend ça, il n'est pas content. Non. Mais si ça nous permet de rejoindre un point d'équilibre, puis que le logement reste encore abordable, il va être plus cher. Il va rester abordable. On est dans l'équilibre. Ça va faire en sorte que ce logement-là va être rénové, va être abordable. Sinon, on retourne où on était tantôt. Le propriétaire abandonne, il vend. Absolument. Rénoviteur, son modèle d'affaires, on le connaît, il vide, exact. rénove. Puis là, c'est dans le tapis. C'est ça. Alors, c'est ça qu'on explique au gouvernement. Puis je dois dire aussi aux médias. Les médias, tu sais, ça fait vendre une grande la part copie. dans la divulgation du message. Là. C'est ça. Puis ce qui fait vendre la copie, là, c'est les méchants propriétaires, les pauvres locataires, ou les méchants locataires, les pauvres propriétaires. Oui. Est-ce qu'on peut être ensemble du même côté de la table? Les propriétaires, c'est du bon monde. Les locataires, c'est du bon monde. On fait nos sondages, là, ça s'entend bien, ce monde-là. C'est vrai. Tu sais, c'est pas la très, très, très grande majorité des propriétaires au Québec, là, c'est du mom and pops, là, tu sais, qui ont un triplex ou un sixplex, puis c'est leur fonds de pension. Ils s'entendent bien avec leur monde. Alors, arrêtez de mettre de la chicane où il n'y en a pas. Faites pas de la désinformation. Soyez clairs, puis ça va aller dans le bon sens, là, tu sais, d'aller vers l'avant, là, tu sais, plutôt que d'avoir des partis politiques, après ça, qui saisissent de ce feu-là, puis là, qui prennent un parti, puis qui s'en vont dans les extrêmes. Ça marche pas dans les extrêmes. Non, parce que tu parles d'extrême, j'entendais parler souvent, je l'entends encore, là, puis il parle de ça, le registre des loyers. Là. C'est peut-être un volet que tu as sûrement entendu, mais j'ai beaucoup de gens qui ont peur que ça s'en aille dans cette direction-là. C'est vraiment pas sa solution. Là. Non, c'est sûr que, tu sais, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a besoin d'un équilibre. Puis, on n'est pas subventionné pour l'abordabilité. Donc, c'est sûr qu'un registre, on comprend l'objectif, là, que les augmentations entre les locataires soient le plus bas possible. Mais si on prend ça du point de vue économique, que les augmentations soient le plus bas possible, pour Jean qui est dans son logement depuis 20 ans, qui paye 750$ pour un 5,5$, si tu protèges ça à tout prix puis que tu ne me rejoins pas dans l'équilibre, je reviens à ce qu'on disait.
Je vais vendre. À qui je vends? Rénovicteur. Voilà, exactement. Alors, tout le monde perd, sauf le rénovicteur qui est content. Bien mieux qu'il aille placer son argent en bourse à la place. Laissez-nous faire notre immobilier d'une façon équilibrée. Éric, on pourrait continuer des heures sur ce sujet-là. L'immobilier, c'est un sujet qui fait jaser puis qui fait couler beaucoup d'encre. Qui est un sujet passionnant, d'ailleurs. C'est pour ça que je suis là-dedans. Ouais. Puis que tu es là-dedans depuis 20 ans et plus. Donc, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Mais j'apprécie vraiment que tu sois venu nous parler de tout le travail que tu fais en ce moment puis de toute ta vision de ça. Je te laisserai en disant une chose que j'ai apprise aujourd'hui, OK? qui m'a été dite par ta conjointe. Ah oui? Elle dit, il y a 3 côtés à une médaille. Oui. Les 2 qu'on connaît, puis il y a ce qui fait le tour comme ça. Puis souvent, là, la réponse est là, puis ça, personne ne la regarde. Alors moi, c'est ça que je suggère au gouvernement, c'est de regarder ce 3e côté-là. C'est ça que je suggère aux médias. C'est très bon, ça. Le point d'équilibre entre les 2 côtés qui sont si faciles à mettre en opposition. Alors, merci à Jessica. Jessica, elle a beaucoup de petits messages de sagesse comme ça, souvent. Ah oui, très sage. Oui, très sage. Écoute, merci. C'est où qu'on peut te trouver, je pense, sur LinkedIn? Facilement, sur LinkedIn, je vais poster beaucoup. Là, OK. je vais commenter les différentes choses qui sortent dans l'actualité. Fait que LinkedIn, c'est probablement la meilleure place. Parfait. Puis si vous êtes propriétaire d'immeubles à revenus, la Corpic est là pour vous. Il y a beaucoup d'outils qui sont utilisés par la Corpic. Il y a beaucoup de support aussi que vous offrez au niveau juridique et tout. C'est vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas la Corpic, je ne sais pas s'il y a du monde qui ne connaissent pas la Corpic, mais... je te dirais juste par rapport à ça, la raison pour laquelle les gouvernements nous appellent, nous écoutent, c'est parce qu'on est 30 000 membres. Ah, c'est Ça, ça. c'est à peu près, c'est un peu moins que 10 des propriétaires au Québec. Alors, rejoignez-nous. C'est parce qu'on est là ensemble qu'on nous écoute là, sur ce qu'on peut amener à la Oui, table. absolument. Puis sur la place publique, puis dans les paliers gouvernementaux, vous êtes là, vous faites une très bonne job. Merci, apprécié. Good, merci beaucoup. Fait à bientôt, puis abonnez-vous. Puis si vous voulez voir d'autres invités sur le podcast, c'est aussi intéressant qu'Éric. Et puis écrivez-moi, ça me ferait plaisir d'inviter d'autres mondes sur l'émission. À bientôt.